L'Institut d'astrophysique de Paris travaille à encourager la confiance du public dans la science, fait des conférences, fait des statistiques pour conserver la confiance du public dans la science. Comme au sein d'un vulgaire think tank politique, les chercheurs français cherchent à ce que les Français leur fassent confiance. La science n'est pas démocratique. Les mêmes qui défendent que Galilée a eu raison contre tous, aujourd'hui défendent que c'est la majorité qui crée la vérité scientifique. Et on nous présente souvent comme un argument de confiance le fait qu'ils sont nombreux, que la majorité des scientifiques disent qu'il y a un consensus, que la communauté scientifique dit, sachant que quand on dit la communauté scientifique, c'est comme la communauté internationale. C'est un groupe de personnes défendant les mêmes intérêts. Ce qui nous montre bien que la confiance est au cœur du dispositif de communication et de propagande, bien sûr. Dans cette conférence de l'Institut d'astrophysique de Paris, parue en octobre 2022, on nous cite un sondage qui a été effectué parmi des lecteurs d'une revue scientifique, tout de même, et qui parle de la confiance qu'on accorde à l'autorité, aux autorités. Alors sans surprise, les lecteurs de revues scientifiques accordent en premier lieu leur confiance aux scientifiques. Ensuite, et c'est une bonne nouvelle, à leurs amis et leurs familles. Ensuite, aux ONG qui sont considérées par ces lecteurs comme des instances relativement indépendantes, un peu moins indépendantes que les scientifiques, mais indépendantes. Ensuite, on a les groupes de citoyens, les journalistes, les entreprises, les hommes politiques, et enfin, en dernier lieu, les autorités religieuses. Les personnes qui accordent le plus de confiance aux autorités scientifiques accordent le moins de confiance aux autorités religieuses, même derrière les politiques et les journalistes. Quelle est votre confiance dans la doctrine scientifique concernant ces sujets? La confiance la plus importante, c'est la théorie de l'évolution. On dirait que c'est quelque chose d'intouchable. Dans cette liste, on ne parle pas de la cosmologie. Les sujets qui reçoivent une grande confiance, c'est l'évolution, les énergies renouvelables et l'origine de l'univers, sachant que la science actuelle est incapable d'expliquer l'origine de l'univers. Je vous parlerai peut-être plus tard d'une conférence de David Elbaz à l'Institut d'astronomie, je sais plus lequel, mais à chaque fois je vais chercher dans le top du top, hein. Dans cette conférence, David Elbaz dit beaucoup de choses intéressantes, entre autres que nous sommes incapables de dire que notre théorie du Big Bang est autre chose que le fruit de l'imagination. Croire qu'on est capable de décrire l'origine de l'univers, comment c'est possible en fait? Comment on explique cette théorie du Big Bang? Sur quoi se fonde-t-elle? Comment est-il possible de savoir ce qu'il s'est passé il y a plusieurs milliards d'années? Je ne vais pas dire de chiffres puisque les chiffres changent tout le temps et n'ont aucune importance. Mais comment la science peut-elle s'intéresser à un objet si éloigné de nos perceptions? Quelle explication rationnelle la science contemporaine va-t-elle nous donner pour justifier le fait qu'elle ose parler d'un événement aussi détaché de ses moyens, en fait?
On va donc inventer une théorie qui va expliquer l'origine de l'univers, mais cette théorie, pour être acceptée, va devoir être assortie d'observations. Comment va-t-on observer? Alors, inutile d'essayer d'expérimenter la création du monde en laboratoire, vous l'imaginez bien. Mais comment va-t-on justifier le fait que nous soyons capables d'avoir accès à cet événement? Il va falloir trouver d'une manière ou d'une autre une observation ou un résidu d'observation pour nous permettre en fait de soutenir une telle démesure. Nous allons donc devoir être capables de regarder dans le passé, de voir dans le passé, d'avoir une vision comme un mage du passé, ou comme un médium peut-être. Faire un voyage astral, comme disent les gens dans le New Age. Donc en fait, c'est simple, on va nous dire que plus on regarde loin, plus on voit dans le passé. C'est-à-dire que il faut croire que plus l'objet que je regarde est distant de moi, plus il est dans le passé. C'est comme ça, faut l'accepter. C'est Einstein. Et comme Einstein jouit d'une cote de confiance démesurée, merci les médias, c'était une personne ultra médiatique, ultra médiatisée. Ce n'était pas un homme de laboratoire, il faut le rappeler. Mais cette confiance en lui est démesurée est telle que nous sommes prêts à accepter qu'en regardant loin, on regarde dans le passé, comme des médiums. Ça va se traduire comment concrètement? Comment on va expliquer ça? Parce que dans notre expérience commune, quand on prend une paire de jumelles, qu'on regarde au loin, on ne voit pas le passé. Si par exemple je marche dans une vallée et que j'arrive sur une montagne, si je prends mes jumelles et que je regarde la vallée, je vais pas me voir en train de marcher. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre expérience du réel habituel. On ne voit pas dans le passé quand on regarde au loin. Mais c'est comme ça dans la théorie d'Einstein. Bienvenue donc dans un univers de science-fiction. On prétend que grâce à des ondes radio, puisque aujourd'hui ce sont des radiotélescopes qui sont utilisés, on n'a plus d'instruments optiques, donc il faut traduire les ondes radio en images visuelles. Et donc on a en fait un diagramme qui nous est présenté, ce n'est pas une photo. Et on nous demande de croire que le radiotélescope ALMA, bien connu au Chili, reçoit, en recevant des signaux radio venus de très loin, ils ont été émis il y a des milliards d'années. Car regarder loin, c'est regarder dans le passé. Tout ça en partant de l'idée que la vitesse de la lumière est constante. Alors que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on sait que la vitesse de la lumière est modifiée par son milieu de propagation. Par exemple, on peut dépasser cette constante dans l'eau, par exemple. On appelle ça la réfraction. On a quelqu'un sur un forum qui ne comprend pas en fait que voir loin, c'est voir dans le passé. On lui répond que la vitesse de la lumière se propage dans le vide à une vitesse finie, c'est-à-dire qu'on la connaît. Donc il faut un certain temps pour que l'image d'une étoile nous parvienne, c'est ce qu'on vient de voir. Plus cette étoile sera éloignée et plus le temps pour que cette image nous parvienne sera long. Par conséquent, plus l'on regarde de loin, plus les images qui nous parviennent sont anciennes. La personne ici rappelle la doctrine, mais n'explique pas. L'auteur de la question demande s'il y a une application dans un calcul de ces choses-là, comment on a fait en fait. Le savant qui répond à la question recommence par dérouler son catéchisme. Bon, la personne qui pose la question ne comprend toujours pas. On lui répond
Au pire, si tu as la distance en une unité qui n'est pas en années-lumière, comme le parsec, tu convertis la distance en mètres, par exemple, et tu obtiens le temps en posant t égale d sur v. Mais il part du principe qu'on a la distance, qu'on l'a mesurée, quoi. Mais la question est toujours comment on a mesuré la distance entre la Terre et tel astre. Comment on a mesuré la distance Terre-Soleil, par exemple? Bon, d'abord, on nous montre que la technique d'Aristarque n'est pas valable. C'était apparemment la première tentative historique de mesurer la distance Terre-Soleil, en tout cas ce que l'histoire a retenu. Mais donc on date la mesure historique de la distance Terre-Soleil à 1672 par Picard, Cassini et Richard. Alors c'était une bonne idée, c'est ingénieux, c'est-à-dire qu'on propose de passer par l'observation d'une planète proche, Mars, et déduire la distance Terre-Soleil de la troisième loi de Kepler. Alors, la troisième loi de Kepler, c'est pas très compliqué en fait. En fait, l'idée, c'est que la masse d'un astre définit sa trajectoire par rapport à un autre astre. La gravitation, la gravité, c'est l'attraction des corps massifs célestes entre eux en fonction de leur masse. Donc plus la masse est importante, plus l'attraction est importante. Ça, c'est dans cette théorie du modèle standard. Donc si on reste dans le cadre de cette théorie, si on veut calculer la distance d'un astre, on observe sa trajectoire et on peut en déduire sa masse. Pour calculer les distances, on va supposer une masse. La masse qui est donnée dans le système théorique du modèle standard. Donc c'est un serpent, qui se mord la queue, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a toujours une donnée manquante à l'équation, et dans l'équation, dans le calcul, il faut toujours qu'on suppose des données ou qu'on fasse des hypothèses de données auxquelles on n'a pas accès en fait. Donc quand Picard, Cassini et Richter ont calculé en 1672 la distance de la Terre et du Soleil grâce à la loi de Kepler, ils sont restés dans le cadre de ce qui était le modèle standard de cette époque et ont pu proposer un calcul, mais en ayant des présupposés à ce calcul. À moins que vous ne me démontriez le contraire, ce qui sera avec plaisir, montrez-moi mes erreurs s'il vous plaît. Ah, ça s'arrête là en fait. Je pensais qu'il y aurait bien d'autres expériences de mesure de cette distance dans l'histoire. Je suis étonnée que ça s'arrête là. Bon, c'est un peu court, je vais continuer à chercher une histoire du calcul de la distance Terre-Soleil. Bon, il y a Edmund Halley qui fait à peu près la même expérience que Picard. Ptolémée parlait de 1200 rayons terrestres pour cette distance et de 3500 rayons terrestres pour Kepler. Plus récemment, on a un ordre de grandeur de 16 500 rayons terrestres par les astronomes actuels. Donc cette distance ne fait qu'augmenter avec le temps. Le 3 mars 2020, il a été décidé que la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire l'unité astronomique, était définitivement établie. Elle a été officiellement gravée dans le marbre par l'Union astronomique internationale. Donc voilà, c'est terminé, on arrête les recherches. 2020, en l'an de grâce 2020, la science a décidé de s'arrêter. Il nous est dit que c'est une valeur conventionnelle pourtant, donc c'est-à-dire que c'est arbitraire si on veut. Mais on a figé cette arbitrarité, ce qui est bien utile pour pouvoir faire de nouveaux calculs et échafauder de nouvelles théories. Salut, à bientôt.